Bien, bonjour à tous. Je reviens ici sur le TD d'analyse numérique qui date d'avant les vacances mais qui n'avait pas été totalement corrigé. Je vous avais proposé un corrigé du début, enfin ou plus exactement j'avais rappelé la méthode de l'air pour résoudre donc les équations différentielles. J'étais revenu sur quelque chose qui concernait en fait simplement le début du TD, le dernier TD d'analyse numérique. Bon, apparemment, donc, il y a eu des difficultés pour ce TD, et c'est un des plus importants de l'année, quand même, je l'avais dit, donc la résolution numérique des équations différentielles. Donc, poursuis. Je poursuis, je pense pas que je ferai tout dans cette vidéo-là. Je prévois deux vidéos. Alors, une qui ne fait pas partie exactement du TD, je l'intercale, parce que je pense que ça fait une bonne transition. Et puis ensuite, je me focaliserai sur le gros morceau qui était donc la fin du TD. La fin du TD, c'était les équations du second ordre. Donc c'est vrai que le schéma de l'air que je vous avais présenté, à première vue, donc, permet de résoudre les équations du premier ordre simplement. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a une astuce qui permet de assez facilement l'appliquer au second ordre aussi. Donc on le fera avec l'exemple le plus connu de vous, je pense, qui est l'équation du pendule que vous avez vu en physique. Aujourd'hui, comme transition entre le premier et le deuxième ordre, je vous propose peut-être un petit détour sur quelque chose qui n'était pas dans le TD, mais qui est la résolution d'un système de deux équations du premier ordre. Donc on reste sur du premier ordre, c'est-à-dire qu'on reste sur des équations différentielles qui mettent en relation une fonction, en fait là il y en aura deux en fait, et sa dérivée, enfin il y en aura deux, donc deux fonctions et leur dérivée. On ne parle pas ici de dérivée seconde, mais par contre l'originalité c'est qu'il va y avoir deux équations, c'est un système de deux équations. Bon, je pense que c'est intéressant de faire ça parce que ça permet un petit peu de se dégourdir un petit peu l'esprit. C'est vraiment très très important d'être à l'aise avec la méthode que propose Euler. Et donc, on a ici quelque chose de simple, mais qui permet justement de jouer un petit peu avec le modèle de départ, pour voir qu'en fait, c'est quelque chose de très très souple, et il sera tout à fait possible dans un concours qu'on vous demande d'utiliser la méthode de l'air, mais pas forcément de manière totalement orthodoxe. On pourra peut-être vous inviter à l'appliquer à quelque chose un petit peu plus original. Donc bon, à première vue, ça pourrait justement être un système de deux équations plutôt qu'une équation. Et donc, il faut être capable de retomber sur ses pieds, mais il n'y a vraiment rien du tout de compliqué. D'un point de vue algorithmique, ce que je vais vous présenter c'est quasi nul. Il n'y a rien, si ce n'est de manière bête et méchante, recopier l'énoncé, en fait. Il faut juste recopier l'énoncé en Python le plus souvent. Bon, système d'équations différentielles du premier ordre. Bon, il y a vraiment quelque chose de sympathique auquel on pense tout de suite, c'est les équations de Lotka-Volterra. Alors, vos prédécesseurs de l'année dernière avaient eu en DS de fin d'année un système d'équations différentielles du premier ordre qui était assez amusant parce que c'était le système Roméo et Juliette qui décrivait une relation amoureuse, parfois un petit peu conflictuelle justement entre deux protagonistes, donc Roméo et Juliette, et les sentiments de l'un par rapport à l'autre. Bon, évidemment, c'était un modèle mathématique amusant, mais était déterminé de manière dynamique par deux équations différentielles. C'était d'autant plus amusant que vos camarades avaient Shakespeare, et surtout ils avaient une comédie amoureuse de Shakespeare au programme l'année dernière. Bon, le système, c'est pas très connu, évidemment, ce truc-là, on avait trouvé ça je sais pas où. Par contre, donc, en fait, ça n'était qu'une variante de quelque chose d'extrêmement connu, c'est le système que je vous présente aujourd'hui, les équations de prédation de Lotka-Volterra, qui décrivent l'évolution d'une population de proies et d'une population de prédateurs de manière dynamique dans le temps, en fonction de constantes qui vont déterminer le système et qui font que les proies se reproduisent à un certain rythme, mais qu'elles sont menacées par des prédateurs, que les prédateurs ont besoin pour prospérer, qu'ils ont besoin qu'il y ait beaucoup de proies autour d'eux, mais en même temps, évidemment, ils contribuent aussi à détruire ces proies, et puis qu'ils ont aussi une durée de vie qui leur est propre. Bon, vous pensez soit à des requins et à des sardines, soit à des renards et à des lapins, soit à tout ce que vous voulez. Ce système est décrit donc par deux équations. Donc vous avez sous les yeux l'équation différentielle qui décrit de manière dynamique dans le temps
l'évolution de la population des proies. Donc nous avons dit des petits lapins. Et vous avez ici une équation ordinaire, hein, donc vous avez la dérivée à gauche. Hein, donc je vous avais dit, en informatique on travaille le plus souvent avec les ODE, hein, Ordinary Differential Equation. Vous mettez impérativement la dérivée à gauche du signe égal, et après vous mettez tout ce que vous voulez, tout le reste vous le mettez à droite. Donc voilà, là c'est vraiment le... Et en plus, après informatiquement, vous n'avez qu'à recopier ce genre de choses. Donc, deux constantes déterminent l'évolution dans le temps de notre population de petits lapins. Une constante A, alors ici c'est la lettre grecque, hein, alpha, moi après je mettrai ABCD. Hein. Vous avez une constante alpha qui détermine un taux de reproduction. Hein, les lapins ont tendance à se reproduire. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Plus il y a de lapins, plus il y en aura à la génération suivante. Mais en même temps, vous voyez avec le signe moins que cela va être limité par, alors là c'est plus original, par quelque chose qui dépend du produit de la population de proies, donc de lapins et de renards. Alors pourquoi? Parce que le produit lapin fois renard va donner une indication sur la fréquence des rencontres entre nos lapins et nos renards. Hein, donc plus il y a des deux, si vous voulez, plus il y a des deux, ben, moins il y a de lapins. Donc on ajuste ça avec une constante bêta. L'équation qui gouverne la population des prédateurs est la suivante. Hein, elle ressemble beaucoup, sauf que les signes ont l'air d'être... en fait, c'est exactement la même équation, sauf que les signes sont opposés. Par contre, le sens n'est pas tout à fait le même. Ici, c'est la même chose. Hein. Donc là, le produit lapin-renard va nous donner une probabilité de rencontre. Et bien sûr, cela sera ajusté avec une constante qui est ici delta. Plus il y a de rencontres, plus il y a de renards. Hein, parce qu'évidemment, les renards prospèrent quand ils rencontrent beaucoup de lapins. Par contre, vous avez ici alors, quelque chose qui va, vous voyez, qui s'oppose de manière symétrique donc, à la croissance exponentielle des lapins. Vous avez ici une décroissance exponentielle des renards. Bon, on va donner du sens à ça en disant que c'est par exemple un taux de mortalité. Hein. On va considérer qu'il y a un facteur limitant dans la croissance des renards, sinon ça baisserait jamais, hein, vous voyez, ça ne peut qu'augmenter. Donc en fait, on va considérer que ce qui est prépondérant pour limiter la population des prédateurs, c'est quelque chose d'interne, donc c'est que, en fait, ils se font concurrence entre eux, plus il y a de renards, plus il y a de renards, moins il y a de renards, hein, parce que quand il y a trop de renards, finalement, ils s'auto-limitent. Alors, bon voilà, et après, c'est absolument trivial à implémenter. Donc, on fait ça. Je tape. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à commenter, mais on va recopier ces deux équations. Donc, je définis une fonction VT, hein, vodka, Volta, VL, vodka, ça m'échappe. Lotka Volterra. Hein, alors, LV. Lotka Volterra. Je mets comme paramètre nos quatre constantes. Donc, je vais prendre des lettres latines ici. Donc, A, B, C et D. Vous devez, après, bien évidemment, toujours mettre des conditions initiales. Donc, on va prendre x0, y0. Je prends les mêmes notations que ici sur la page Wikipédia. Hein, x pour les proies, y pour les prédateurs. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Une durée, donc on va mettre t, ce sera la durée de l'expérience, si vous voulez. Et puis, vous le savez bien, il nous faut un pas de temps, on note en général h. Après, il n'y a vraiment rien, hein, je me contente d'initialiser des listes. Donc, x, ce sera la liste donc, des relevés de population de proies hein, dans le temps. Y, ce sera majuscule, hein, la liste des relevés de population de nos petits renards ou requins ou ce que vous voulez. Et puis le temps en général, on relève aussi le temps. Hein, donc je fais 3 listes. Donc j'initialise, en général on fait toujours comme ça, hein, donc j'initialise avec une première valeur, donc qui est les conditions initiales pour les proies et pour les prédateurs, et puis j'initialise la liste du temps, la liste des abscisses temporelles, par, je mets 0, hein, on n'a qu'à dire que ça commence à T0. Par contre, c'est impératif que nos 3 listes aient la même taille. Hein, ne vous amusez jamais à faire des choses différentes, à dire le temps, je le compléterai plus tard dans la boucle.
il faut que partout, à tout endroit de votre code, on ait la garantie que les 3 listes aient vraiment, c'est vraiment important, le même nombre d'éléments à chaque fois. Bien, bon après, voilà, je mets une boucle while, c'est le plus simple ici. Tant que le temps, hein, je vais... Ah non, ici, qu'est-ce que je vais faire pour... Ah ben, je vais faire comme ça. Voilà. Tant, alors, grand T indice -1, donc tant que le dernier relevé de temps, hein, tant que la dernière abscisse temporelle étudiée est inférieure à T, voilà, comme ça c'est parfait. Je continue, je tourne, hein, nous itérons. Bien, là, vous recopiez simplement, vraiment, juste, vous n'avez qu'à recopier les deux équations. Donc, je vais écrire dx pour la dérivée est égal à a fois, alors, x de t. Donc là, c'est juste, en fait, je dois juste mettre ici la dernière valeur x que j'ai calculée. Hein, à l'instant t, voilà, la dernière valeur, c'est le dernier élément de ma liste grand X. Donc je note grand X, crochet -1, moins b fois, alors pareil, donc c'est la probabilité de rencontre lapin-renard, fois x crochet -1 fois y crochet -1. Hein, ce sont les valeurs en x et en y à l'instant t. Je fais pareil pour la dérivée en y. Donc dy est égal à d fois x crochet -1, c'est exactement le même terme que celui que j'ai recopié à droite à la ligne d'au-dessus. Moins c, attention, hein, donc là c'est inversé, j'ai mis d en premier, ça correspond à delta. Par contre, le gamma est à droite, mais je rappelle que c'est la troisième lettre de l'alphabet grec, donc moi j'ai mis c à la place, même si je l'ai mis après le d. Et fois y crochet -1. Voilà. Et c'est vraiment fini là. Tout ce que... vous voyez, il n'y a rien de plus stupide que cet algorithme. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est après remplir les listes. Donc, alors je commence par le temps. Hein. T.append. Bah, en fait, qu'est-ce que je fais? Je prends le dernier indice temporel et j'ajoute h, pardon. J'ajoute h. Pareil pour x, je prends le dernier... le dernier relevé de population de proie et j'ajoute, évidemment, ici c'est le taux d'accroissement, donc h fois dx. Et puis, je fais pareil pour les renards. Je prends le dernier relevé de population et j'ajoute le pareil, h fois dy. Donc, c'est le taux d'accroissement, la formule du taux d'accroissement à nouveau. Et c'est terminé. Vraiment, je ne vous ai pas menti. Return x, y, t. Voilà, ce sont nos 3 listes. Et il n'y a vraiment rien à comprendre là. Vous voyez, c'est juste qu'on a des valeurs qui évoluent dynamiquement. Et donc, on se contente d'appliquer la formule à chaque tour de boucle. Nous allons tester. Je vais prendre un exemple particulier. Donc, on va prendre alors, donc, trois noms de liste. Hein, donc, on n'a qu'à appeler ça P1. P1, ce sera nos proies. P2, ce sera les prédateurs. Et puis, T, ce sera le temps. Alors, est égal à LV. Et je prends des constante. Alors, je crois qu'il y a un exemple plus bas. Voilà, il est là. On n'a qu'à prendre... Ah, pardon, vous ne le voyez pas. Je vais... Ah, zut. Voilà. Je vais faire comme ceci. Voilà, j'espère... Ah, et les exemples sont ici. Je vais prendre les mêmes constantes. Hein, pas la peine de se fatiguer. Donc, 2 tiers, 4 tiers. Gamma et delta valent tous les deux 1. Et puis, bon, il y a beaucoup de paramètres, je vais mettre quelques espaces pour qu'on voit bien la différence. Ça, ce sont les constantes qui déterminent le système. Je mets les conditions initiales, donc nous sommes dans des valeurs qui tournent autour de 1. Je vais mettre un petit peu plus de lapins que de renards, donc on n'a qu'à mettre 1,25 pour les lapins. Je mets 1 pour les renards. Je vais vraiment coller à l'exemple, donc on a ici un temps qui va jusqu'à 20, apparemment. Et puis, bon, je prends un pas, je vais prendre quoi dans 20 20, je vais prendre 0, 0, 1, ça va faire quoi? Il faut multiplier par 100, ça va faire 2000, c'est bon, c'est parfait. Et par contre, vous ne voyez plus ce que je note ici. Voilà. Et je n'ai plus qu'à le tracer. Alors, je vais vous proposer 2 tracés différents. Le premier, c'est un tracé dans le temps. Donc, plt.plot. Donc abscisse c'était P1, ce sont les lapins
je mets une couleur, donc on a qu'à... C'est quelle couleur des lapins? C'est rose, non, les lapins? On a qu'à mettre pink, color égale pink. Je mets les renards. Les renards, c'est de quelle couleur? C'est rouge? Non, c'est marron. Hein. Alors, brown. Et voilà, plt.show. Alors, je vais exécuter ceci. Ah, il y a un problème, ça ne devrait pas donner ça. Et il est là, ça se voit tout de suite. Bien sûr, hein, le taux d'accroissement, c'était le Y. Alors, je refais ça. Alors, je relance. Parfait. Vous voyez, alors nous avons mis en rose nos petits lapins. Bon, il y en a plus, global, il y en a plus que de renards. Bon, ça se comprend assez bien. Vous voyez que les lapins croissent, pardon, hein, la population croît hein, des lapins dans le temps et qu'à ce moment-là, avec un très léger retard, la population des renards suit. Mais évidemment, il y a un moment où il y a tellement de renards que la population des lapins s'auto-limite et elle décroît avec un certain retard. Vous voyez que les renards décroissent à leur tour. Hein, donc on a quelque chose d'analogue ici. Je voudrais aussi voir quelque chose d'autre. C'est aussi, vous voyez, le nombre de courbes hein, est bien le même. Hein, on doit être sur un schéma qui ressemble beaucoup à celui-ci. En fait, vous le voyez ici. Et, bon, c'est typiquement donc l'évolution d'un système de type Lotka-Volterra. Vous avez un deuxième tracé qui est possible, c'est type portrait de phase. Donc là, je vais faire simplement un seul tracé. Je vais mettre ça en commentaire, comme ça vous le gardez sous les yeux, mais moi j'en ai un autre. plt.plot. Alors, la population de prédateurs en fonction de la population de proie. Hein, je la trace en... on n'a qu'à mettre en bleu. Tiens. Donc là, je relance. Attends, il faut que je ferme la précédente. Je relance ça. Voilà. Bon, ah ben tiens, c'est intéressant l'exemple qui apparaît. On va le commenter. Bon, vous avez quelque chose donc, qui correspond à un portrait de phase. Vous avez déjà vu ça. Donc c'est typiquement la tête donc, du système Lotka-Volterra. Bon, il s'explique de la même manière. Vous voyez que plus on va vers la droite, plus il y a de lapins. Donc en même temps, alors comment ça marche? Donc il y a beaucoup de lapins, mais et alors je ne sais pas dans quel sens ça tourne en fait ce truc-là. Attendez que je réfléchisse. Il doit partir de là. Il doit aller dans ce sens. Il doit aller clairement dans ce sens-là, oui. Donc il part de là, il va dans le sens direct, hein, ici. Donc la population de lapins est initialement considérée comme élevée et les lapins c'est ici. C'est ici et donc en fait ils sont en fait dévorés. Ah, voilà, ils sont initialement dévorés par les renards. Donc on a ici quelque chose qui part vers la gauche. Simplement, vous voyez, il y a ici un moment, on arrive à un moment où il y a tellement peu de lapins que la population de renards elle-même, qui donc est en ordonnée, voilà, va s'effondrer. Hein, donc elle s'effondre assez brutalement, vous le voyez ici. Simplement, cela permet aux lapins de manière extrêmement rapide de repartir à nouveau donc vers la droite ici. Donc, voilà le schéma. Bon, vous voyez que on s'attend, enfin on s'imagine que ça devrait être quelque chose, une boucle fermée. Alors ici elle n'est pas fermée. Donc oui, la solution exacte est une boucle fermée. Là, elle n'apparaît pas comme fermée. Donc l'explication, j'en profite justement pour faire une remarque qui va être importante. Bien évidemment, cela dépend fortement du pas que vous choisissez. Si mon pas est faible, je prends cette fois 0,3, j'ai quelque chose, bon, l'allure générale du système est conservée. Par contre, vous voyez que là, on a quelque chose qui ne se referme pas correctement. Donc on peut évidemment jouer sur le pas. Donc si je prends vraiment un tout petit pas ici d'1 millième,
bon, voilà. Alors, on a l'impression, je ne sais pas si je peux zoomer, on a l'impression que c'est mieux. Voilà. Bon, c'est manifestement mieux. Là, j'ai vraiment beaucoup zoomé pour faire apparaître le fait qu'en fait la boucle n'est pas tout à fait fermée. Donc oui, c'est mieux. La méthode de l'air est bien plus performante avec un pas faible qu'avec un pas élevé pour des raisons compréhensibles. Maintenant, bon, il y a quand même quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre, c'est que la méthode est une méthode qui diverge. Vous ne pouvez pas indéfiniment vous rattraper simplement en prenant un pas de plus en plus petit. C'est une solution qui peut tenir jusqu'à un certain point, mais qui n'est pas la meilleure solution. La méthode de l'air est une méthode qui n'est pas extrêmement stable. Elle l'est dans certains cas, pour certains types d'équations, où on joue essentiellement sur des compensations. Donc ça, il peut arriver qu'effectivement certaines équations réussissent assez bien à amortir le phénomène de divergence parce que bon, quand il y a une erreur d'un côté, en fait, ça, du même coup, ça exagère une erreur dans un autre sens qui va compenser. Donc ça marche très bien pour certains types d'équations, mais globalement, il faut savoir que la méthode de l'air est une méthode qui est à la fois la méthode canonique, c'est celle qui est au programme de SUP, c'est celle qu'on vous demande de connaître vraiment par cœur, c'est la méthode emblématique, elle est très célèbre, c'est la méthode numérique qui est connue pour résoudre les équations différentielles, mais bon, après concrètement, c'est pas une très bonne méthode en fait. On dispose aujourd'hui de méthodes qui sont bien plus performantes et surtout beaucoup plus stables, qui sont réellement utilisées dans l'ingénierie ou dans la physique informatique. Donc, bon, il est rare qu'en fait, je veux dire, quand on travaille à un niveau professionnel ou en recherche par exemple, on va en fait pas tellement utiliser ce type de méthode. Soyons honnêtes, et surtout soyons honnêtes, vous aurez à votre disposition des fonctions d'une performance incroyable qui seront en général pré-codées. Bon, ça c'est une chose, mais par contre ce qu'on vous demande de faire, c'est d'abord d'avoir compris l'idée en général de la résolution numérique d'une équation différentielle. Donc là, la méthode de l'air est vraiment fabuleuse pour comprendre parfaitement comment ça fonctionne. Et puis, bon, tout bêtement, pour les concours qui vous attendent, on vous demande d'être capable extrêmement rapidement. Quand je dis extrêmement rapidement, vous voyez que je l'ai dit, il n'y a pas à réfléchir. On vous demande d'être capable extrêmement rapidement de pouvoir écrire. Donc c'est quelques lignes, très peu finalement, qui permettent de résoudre le système. Donc voilà comme commentaire principal. Je vais arrêter ici la première vidéo. Je l'ai peut-être déjà dit la fois précédente, mais je le redis, je ne le redirai jamais assez. Vous passez par des variables intermédiaires. Vous ne vous amusez pas à écrire x.append et en mettant tout le calcul dans la parenthèse. Si vous faites cela, vous allez en fait ajouter une valeur à x. Vous allez me dire que c'est ce que vous voulez. Peut-être que c'est ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'en fait, à la ligne d'en dessous, vous avez aussi besoin, pardon, c'est ici, à la ligne en dessous, vous avez aussi besoin de travailler sur x. Et donc là, ça ne va plus du tout. Pourquoi? Parce que vous voyez que le calcul des deux dérivés, voilà, il est simultané. Je travaille sur les mêmes valeurs en x et en y. Or, si vous ajoutez une valeur en x, quand après vous allez vouloir ajouter une valeur en y, vous allez travailler sur une valeur de x qui aura déjà évolué. Après, il y a toujours des petits malins pour me dire « Bah oui, mais je peux faire comme ça, et à la ligne suivante, au lieu de mettre x crochet moins 1, je mets x crochet moins 2. » Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est la meilleure façon de faire un code qui sera bourré de bugs à la fin. On ne cherche pas à sauver une astuce par une deuxième astuce. On écrit du code propre. Toujours lisible, compréhensible. Et la seule manière dans le système de l'air, c'est toujours ça. Parce que bon, sauf quand vous êtes dans le premier ordre évidemment, mais le premier ordre après, c'est vite dépassé. Dès que vous avez un problème plus complexe où vous avez plusieurs lignes de calcul, comme c'est le cas ici, il est impératif de prendre deux valeurs intermédiaires, donc dx, dy. Si vous en faut une troisième, vous en prenez une troisième. Vous ne faites pas les calculs dans le append, surtout pas. Comme ça, vous avez après les append qui sont bien propres. Je ne fais que reporter. Là, je ne fais que reporter les valeurs que j'ai calculées précédemment. Bien, donc je vous remercie. Là, je vais couper, même si c'est plus court que d'habitude. Je vais couper ici. Et c'était une vidéo de transition. Je ferai une deuxième, enfin pour vous une troisième. Je ferai une troisième vidéo qui sera sur l'équation du pendule, qui nous ramènera plus directement à la fin du TD d'analyse numérique.